Ce qui m'amène maintenant à vous parler du modèle d'apprentissage qui est sous-jacent au PILA. Ce que nous allons faire dans cette partie, c'est de nous faire une tête sur ce que l'apprenant fait lorsqu'il apprend à lire le français. Alors, ceci dit, nous sommes prêts à entrer de plein pied dans la première partie sur le modèle d'apprentissage. Là, je ne vous apprends rien en vous disant que la lecture est une compétence complexe qui s'appuie sur plusieurs habiletés cognitives. On est en fait devant une des grandes réalisations de l'humanité, de pouvoir lire et écrire. On l'oublie maintenant parce qu'on s'attend de nos jours à ce que tous les gens savent lire et écrire. Mais il faut se rappeler que si on remonte dans le temps, puis on n'a pas besoin de remonter très loin, les ministères de l'instruction publique n'existent en Occident que depuis à peu près les années 1800. Avant ça, l'apprentissage de la lecture et l'écriture n'était pas très répandu. La majorité des gens étaient illettrés. On enseignait, et on a fait ça pendant des siècles, on a enseigné à lire et à écrire aux élites des sociétés. Dès l'invention de l'écriture, dans la société sumérienne, à qui enseignait-on à lire et à écrire? Aux enfants des familles riches. Et pendant très longtemps, et c'était comme ça également pendant le Moyen Âge, les gens qu'on éduquait, à qui on montrait à lire et écrire, c'était typiquement des gens des familles les plus riches. C'est ces gens-là qu'on destinait à des postes de plus haut niveau dans la société, des postes de cadre, soit dans la hiérarchie catholique ou avant cette époque, dans la société civile, dans la classe politique, on recrutait les dirigeants typiquement parmi les enfants des familles riches à qui on montrait à lire et à écrire. Alors, pendant des siècles, le pourcentage de la population générale qui savait lire et écrire représentait moins de 1% de la population. Et ce n'est vraiment qu'à partir d'à peu près 1800, un petit peu avant, dans les pays anglo-saxons, comme par exemple la Prusse, la réforme protestante a encouragé beaucoup l'autonomie du lecteur, et c'est dans ces pays qu'on a enseigné à lire et écrire à beaucoup d'enfants. Ultérieurement, l'idée s'est répandue dans les autres pays. Aujourd'hui, on prend pour acquis qu'un ministère de l'Éducation va contrôler, légiférer, encadrer l'enseignement de la lecture et de l'écriture. Ça n'a pas été toujours comme ça. En fait, c'est une réalisation assez récente. Et le fait que la majorité des gens lisent et écrire, c'est une nouveauté dans l'histoire de la civilisation. Mais aujourd'hui, on considère que c'est une nécessité et on s'attend, dans le marché du travail actuel, que tous les gens sachent lire et écrire. Mais ça reste une habileté très complexe. On n'apprend pas à lire en quelques mois. Lire est une activité qui se développe même chez des apprenants qui sont intacts, c'est-à-dire qui n'ont pas de troubles d'apprentissage ou de difficultés particulières. C'est une activité qui se maîtrise sur une période de plusieurs mois. On peut faire l'hypothèse que ces habiletés cognitives très complexes, très sophistiquées, s'inscrivent dans des systèmes de traitement de l'information dans le cerveau humain. Et ces systèmes ont typiquement, on peut leur accorder deux fonctions. La première, c'est de constituer des bases de connaissances dont la fonction est de conserver ou de mettre à jour les connaissances langagières. La deuxième fonction de ces systèmes est de mettre en œuvre des processus qui agissent sur nos connaissances. Par exemple, pour donner un exemple de base de connaissances, le PILA, par exemple, va conduire, c'est ce qu'on attend du PILA, de conduire vos apprenants à maîtriser, de se bâtir dans leur tête une base de connaissances sur les correspondances entre les graphèmes et les phonèmes du français. Également, on s'attend du PILA à ce qu'il conduise les apprenants à meubler leur vocabulaire orthographique. Bien, on s'attend à ce que les apprenants, une fois qu'ils ont encodé d'une certaine façon un nouveau mot dans leur vocabulaire orthographique, que ce mot reste, qu'il soit conservé de manière permanente dans leur vocabulaire orthographique, de manière à ce qu'ils puissent reconnaître ce mot lorsqu'ils le lisent sur une page. On s'attend également à ce que ces systèmes puissent coordonner les bases de connaissances, agir sur elles, permettre l'assimilation de nouveaux mots, de nouvelles correspondances graphèmes-phonèmes, de pouvoir
permettent à l'apprenant de faire une restructuration de ses connaissances. Quand l'apprenant découvre, par exemple, fait une généralisation, découvre comment se comporte le c'est dur et c'est doux, là, cette découverte-là peut l'amener à reconsidérer des mots qu'il a déjà vus, des mots qu'il a dans son vocabulaire orthographique et d'opérer une certaine restructuration de ses connaissances. En même temps, ces processus qu'on associe à ces systèmes doivent permettre à l'apprenant, lorsqu'il lit, de récupérer des informations très rapidement. Lorsqu'il lit un mot, de pouvoir récupérer le sens d'un mot et de pouvoir le faire très rapidement. Aujourd'hui, nous allons faire une distinction nous allons nous attacher à 5 de ces systèmes cognitifs. Le premier système est un système que nous allons appeler le système sémantique, dont la fonction est de traiter le sens des mots. Le deuxième système est un système auquel on va donner un nom un peu savant, mais vous allez voir, ça se résume à quelque chose de beaucoup plus simple, on va en parler tantôt. Le système logographique, dont la fonction est de traiter la forme des mots dans leur globalité, dans leur intégralité, dans leur entièreté. C'est le système qui nous permet, nous les lecteurs, de pouvoir faire une reconnaissance instantanée d'un mot complet. Le troisième système est un système que nous allons appeler le système alphabétique et dont la fonction est de traiter la forme des mots de manière analytique, par unité infralexicale, par unité plus petite que le mot, par exemple, lettre par lettre, syllabe par syllabe. Ce système-là, il est essentiel lorsque nous, les lecteurs et les apprenants, quand ils deviennent des lecteurs, il est essentiel ce système pour nous permettre de lire des mots que nous voyons pour la première fois et que nous n'avons pas déjà dans notre vocabulaire orthographique. Alors, quand on voit pour la première fois un mot, que faisons-nous? Nous le lisons syllabe par syllabe. Nous le découpons comme s'il s'agissait d'une chaîne de saucissons et nous traitons chaque saucisson un par un. Ensuite, nous rassemblons tout ça et nous nous en faisons une représentation orthographique. Nous l'ajoutons au répertoire des mots que nous connaissons dans notre vocabulaire orthographique. Mais les mots nouveaux n'ont pas déjà une représentation dans ce système, dans ce vocabulaire orthographique. Nous avons besoin d'un mécanisme pour pouvoir les décoder et c'est ce à quoi sert le système alphabétique. Le quatrième système, le système phonologique, est le système qui traite les sons de la parole. C'est le système qui nous permet de différencier les phonèmes que nous connaissons. Et le dernier système, dont je vous parlerai très peu, mais il est quand même important en lecture orale, c'est le système phono-articulatoire. C'est le système qui active la parole, qui active les gestes de la parole. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment ces systèmes peuvent être coordonnés ensemble. Alors, je vous montre à l'écran une représentation schématique de ces systèmes. Alors, on retrouve ici notre système sémantique, qui lui est connecté au système logographique qui lui contient le vocabulaire orthographique et le vocabulaire oral. Nous avons ici le système alphabétique. Nous avons là le système phonologique qui, lui, est connecté à ce que j'ai appelé ici le registre phonologique. Le registre phonologique, c'est une sorte de mémoire de travail qui retient les sons de la parole. On a besoin, lorsque nous lisons à l'oral, d'un système de mémoire du travail qui nous permet de retenir les informations en attendant que le système phono-articulatoire soit prêt à recevoir chaque commande pour prononcer les syllabes d'un mot, d'une phrase. Donc, vous voyez comment nous avons interconnecté ces différents systèmes pour appuyer la lecture.